On connaît tous à peu près l'histoire du métro parisien. Depuis sa création pour l'exposition universelle de 1900, il a bien évolué et accompli des prouesses techniques et technologiques jamais vues ailleurs. Mais on oublie souvent le matériel roulant, parce que construire des tunnels et des lignes, c'est super, et si tu n'as pas de train, c'est embêtant. Alors aujourd'hui, je vais vous retracer toute l'histoire, l'évolution, ainsi que les différents prototypes du matériel roulant du métro parisien. À l'inauguration, la CMP, la Compagnie métropolitaine de Paris, choisit pour sa première ligne des trains en bois, les Westinghouse. Oui, c'est leur petit nom. Composés de plusieurs remorques de deux motrices, ils étaient entièrement reconstruits en bois. Bon, quand même, rassurez-vous, le châssis était quand même en métal. À l'intérieur, porte-chapeau, banquette en cuir pour la première, siège en bois pour la seconde. Et puis à part ça, rien de très incroyable. Alimenté en 750 volts, ces métros atteignent une puissance de 130 chevaux. Dès son ouverture, c'est la foule, des millions de personnes se pressent dans les sous-sols de la ville, notamment pour se déplacer et pour se rafraîchir. Malheureusement en 1903, un grave accident se produit dans le métro parisien. Oui, je parle bien de l'incendie à la station Couronne qui fera au total 84 morts, soit l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du métro parisien. Suite à ça, la CMP va décider de commander de nouvelles rames de métro. En attendant, une troisième série est créée, la série 300, équipée d'une loge de conduite un peu plus résistante. Voici les Sprague Thompson. Les motrices 500 forment la première série des Sprague Thompson. D'ailleurs, pourquoi les noms comme ça? Vous allez voir, c'est assez simple. D'un côté, on a l'ingénieur américain Frank Julien Sprague qui a réalisé les moteurs de ces métros. Et de l'autre, la compagnie française Thomson Austin, qui est une société qui a été spécialisée dans tout ce qui est des instruments électriques et électroniques. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Bon, maintenant parlons des caractéristiques techniques des séries 500. Rame entièrement métallique, de couleur vert foncé ou vert olive pour la seconde, et rouge pour la première, avec un intérieur bien différent. Elles sont surnommées les grandes loges, car les équipements électriques étaient directement situés derrière la loge de conduite. Bon, on arrive en 1910, et c'est à cette période que tout va changer sur le réseau métropolitain. Si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. Car à cette date, une nouvelle société va apparaître sur le réseau, la compagnie Nord-Sud. Pour exploiter sa ligne partant de Porte de Versailles pour aller vers Pigalle, la ligne A, ils vont décider de commander des Sprague Thompson qui sont quand même bien différents. Elles étaient de couleur gris-bleu et gris-perle, moins iconées que le vert olive, et possédaient quand même 4 moteurs au lieu de 2, alimentés par le troisième rail et par caténaire. Donc oui, il s'agit bien des tout premiers métros à être alimentés par caténaire. La Société du Grand Paris n'a rien inventé. Grâce à l'évolution des technologies, ils vont réussir à faire du downsizing avant l'heure. Tout cela en réduisant la taille des composants électroniques. Alors en 1913, c'est les Sprague Petites Loges qui seront créées grâce aux séries 800 et 1000 entre les années 20 et 30. Les équipements électriques seront placés directement sous le châssis, une prouesse pour l'époque. Si on fait le total, plus de 2000 remorques et motrices vont circuler sur le réseau. Et c'est pourquoi les Sprague Thompson sont si connus. Mais petit problème, la CEP les trouvera très vite obsolètes et assez lourdes. Leur carrière s'achèvera dans les années 80 après plus de 70 ans de bons et loyaux services.
Les Sprague Thomson ont été également utilisés en tant que tracteurs pour tracter les métros et en tant que train de travaux, notamment pour le convoi d'Auteuil. Aujourd'hui, beaucoup de rames sont conservées, notamment par la RATP, ce qui est assez normal. D'ailleurs, il y a une voiture visible au siège social de la RATP, sur le quai de la Rapée, et quelques rames sont conservées par des associations. D'autres rames ont soit été détruits ou abandonnés, comme ceux qui se trouvent sur la boucle Van Dyck au niveau de la station Villiers. Après la Seconde Guerre mondiale, la RATP est créée. La Régie autonome des transports parisiens absorbe alors la CMP ainsi que la STCRP, ancien exploitant des transports de surface. C'est ainsi, après avoir reconstruit son réseau, elle va dévoiler le MA51. Déjà, juste le nom. Le MA51 est le tout premier métro à posséder ce type de nom que l'on connaît encore aujourd'hui. MA signifiant le type de matériel roulant et 51 venant de son appel d'offres. Autre truc de fou, c'était le premier train ou le premier métro du monde posséder la technologie du bogie articulé. Elle a été reprise par les trains de la ligne de Sceaux qui utilisaient cette technologie permettant de franchir de fortes courbes, de très forts rayons. Ce métro possède également des bogies entre les voitures. Ceci permet donc de gagner du poids. Donc comme vous le savez, moins de bogies, moins de poids. Autre truc de fou, c'était des trains équipés d'un attelage automatique, permettant de coupler plusieurs rames. Bref, une vraie pépite pour l'époque. Et là, ils ont vraiment frappé fort. Avec ses grandes baies vitrées à l'avant et sa couleur bleue qui est quand même assez magnifique, ces trains sont une énorme évolution. Si on les compare à des Sprague, cela n'a strictement rien à voir. Le MA51 est mis en service en 1951 sur la ligne 13. Initialement apprécié pour son confort de roulement, mais rapidement jugé bruyant, autant que les Sprague Thomson. Le MA51 a terminé sa carrière sur la ligne 10 le 15 juin 1994. Donc, excellent train, mais un peu trop en avance sur son temps. Et puis en plus, la RATP était plutôt concentrée par un autre matériel qui l'intéressait particulièrement. Si aujourd'hui il existe des métros roulant sur pneumatique, c'est grâce au MP51, le premier métro à être équipé de cette technologie. Mais c'était pas le premier matériel ferroviaire à être équipé de cette technologie. C'est dans les années 30 que Michelin met au point la Micheline et le concept du pneu rail. Et sur le papier, cette technologie est plus silencieuse, plus confortable, plus rapide. Par contre, il existe quand même des inconvénients, une charge limitée, des risques de crevaison et des problèmes de signalisation. Logique, puisqu'un pneu n'est pas conducteur. La Micheline a quand même battu des records de vitesse, notamment sur la ligne Deauville à Paris, en atteignant une vitesse de 130 km/h. Et elle a réalisé ce trajet en 2 heures et 3 minutes. Bon, on n'est pas là pour raconter toute son histoire, même si elle est assez intéressante. Mais bon, restons focus sur le MP51. Rouler mieux, c'est aussi l'idéal, à la réalisation duquel se sont attachés les techniciens du métro parisien. Les roues de fer seront dorénavant remplacées par des bogies de 4 pneus, roulant sur un chemin établi à côté du rail. Vu que c'est un prototype, une seule motrice est mise en service en 1952 sur la voie navette entre Porte des Lilas et Pré-Saint-Gervais. Surnommé la grand-mère, je ne sais pas pourquoi, ce prototype a permis de valider 2 concepts de roulement sur pneumatique, offrant des performances supérieures en termes d'accélération, de freinage et de réduction de bruit par rapport au matériel sur fer. Il a également servi de banc d'essai pour le pilotage automatique. Très convaincu, la RATP retirera l'unique motrice de la ligne en 1961
et commandera des MP55. Cette motrice est d'ailleurs visible, c'est quand même assez fermé comme endroit, mais dans le dépôt à Villeneuve-Saint-Georges, là où il y a tous les métros qui sont conservés. Bon, du coup, on va parler du MP55. Les MP55 sont tout simplement la version de série des MP51. Ils deviennent alors officiellement la première série de matériel roulant sur pneumatique. La conception des MP55 est réalisée par les ingénieurs de la RATP. 17 trains seront construits, tous destinés à circuler sur la ligne 11. Ces trains étaient composés de 3 motrices et d'une remorque. La fabrication des rames est confiée à 2 constructeurs. Renault fabriquera dans son usine à Choisy-le-Roi 30 motrices et 10 remorques, et le reste à Creil chez Brissonneau et Lotz, soit au total 24 motrices et 7 remorques. Les pneus des MP55 seront évidemment fabriqués et vendus par Michelin. Les trains sont livrés entre 1956 et 1957 sur la ligne 11. Mais d'ailleurs, pourquoi ils ont choisi cette ligne ? Bien, la raison est assez simple, car elle possède de fortes pentes et un tracé sinueux. Et ça, c'est vraiment l'endroit parfait pour tester ce type d'engin. Le passage au pneumatique va améliorer l'adhérence, la vitesse et le confort pour les voyageurs. En 1977, les rames ont subi une rénovation avec l'ajout d'un éclairage fluorescent et d'une nouvelle livrée bleu foncé. Le MP55 a également été le premier matériel de série à être équipé du pilotage automatique. Leur carrière s'achèvera en 1999. Si je me trouve à la station de gare de Lyon, c'est qu'il y a bien une raison, car maintenant on va parler du MP59. Alors le MP59 est tout simplement une évolution des MP55 comprenant un pare-brise panoramique et des moteurs plus puissants. Ils vont entrer en service entre 63 et 64 à l'occasion de la conversion de la ligne 1, puis entre 66 et 67 sur la ligne 4. Au vu du prolongement de la ligne 1 à la Défense, une rénovation a été nécessaire. Elle accueille un nouveau système de ventilation, des essuie-glaces, puisque le tronçon est à ciel ouvert, et puis la nouvelle livrée aux couleurs de la RATP. Mais avec l'arrivée de métros plus récents, ils seront rattachés à la ligne 11, où ils vont terminer leur carrière le 12 juin 2024. D'ailleurs, le MP68 circulant au Mexique sont des dérivés des MP59. Parlons maintenant des MP67, car depuis l'arrivée des Sprague Thompson, il n'a pas eu d'autres matériels roulant sur fer sur le réseau métropolitain. Le MS67 est vraiment le matériel emblématique de la RATP. Mais avant de commander ce nouveau train, ils avaient prévu de pneumatiser toutes les lignes du réseau. Bon, évidemment, cela était jugé beaucoup trop complexe et beaucoup trop cher. Donc finalement, ils préfèrent de commander ces nouveaux trains qui vont arriver en masse sur toutes les lignes ferrées du réseau. La première rame arrive en 1968 sur la ligne 3. Mais avant ça, il y a eu un prototype, le W1, que vous connaissez certainement. Suivi ensuite du Zébulon, autrement appelé la W2. Elle sera la première et la dernière rame M67 réalisée en acier inoxydable. Cet acier apporte plein d'avantages, notamment pour réduire le poids et faire des économies sur l'entretien. En plus, la corrosion n'a pas d'effet sur lui. L'acier inoxydable peut effectivement se fissurer sous certaines conditions,
car ils n'aiment pas les contraintes mécaniques et les changements climatiques. La rame était considérée comme peu appréciée par les ateliers de maintenance en raison de sa singularité technique qui était souvent source de panne. Elle circulera sur la 3, la 7, la 9, un peu sur la 12 et la 13. La RATP voit que c'est un échec et décidera, au lieu de la foutre à la casse, d'être transférée au centre de formation des conducteurs à Gare du Nord. Après 30 ans de souffrance, la direction de la ferraille en 2011. Aujourd'hui, une seule motrice est conservée à Villeneuve-Saint-Georges. Autre prototype, voici le M67 C2A, nommé la Bobonnière. Fabriqué par Alstom Brissonneau, oui, entre-temps ils ont profité pour racheter l'entreprise, elle est mise en service en 1974. Elle sera intégralement construite en alliage d'aluminium. Outre la particularité de ce matériau, elle reçoit des bogies bimoteurs série C2 avec des suspensions secondaires pneumatiques. Elle sera ensuite affectée sur la ligne 9, puis sur la 10 et enfin sur la ligne 3 à partir de 2011, renommée RAM 13073 avant de passer sur la ligne 12. Au début de sa carrière, elle possédera une livrée imaginée par Jack Cooper, avec également des bandeaux roses à l'intérieur. Pour homogénéiser son parc, la RATP décida de la rénover. Bien dommage, ils sont pas drôles quand même, ils auraient pu garder ça. L'histoire ne s'arrête pas là, car d'autres prototypes et d'autres variantes sont nés. Le M67 CS, avec son monomoteur et ses suspensions secondaires pneumatiques. Le train d'essai 13060, avec sa livrée spéciale équipée d'un système de contrôlement des trains, développé par la RATP pour l'opération Ouragan, offre urbaine renouvelée et amélioration gérée par un automate nouveau. Les remorques CX avec ses portes louvoyantes, la motrice B10024 accueillant une motorisation asynchrone et j'en passe. On n'oublie pas aussi le train d'Auteuil qui est un MS67 transformé pour devenir un train de travaux. En tout cas, il faut retenir qu'aujourd'hui, il existe 6 séries de MS67 allant de la A à la F avec soit des bogies un peu particuliers et différentes motorisations bimoteurs avec son grave et monomoteur. Au fur et à mesure que le temps passe, les M67 ont reçu des rénovations, notamment avec la livrée RATP que l'on connaît tous. Les M67 de la ligne 3 ont reçu un aménagement intérieur assez différent, avec des sièges le long de la rame face à des sièges 2+2. Les M67 circulant sur la ligne 7 avec des indicateurs lumineux d'itinéraire. Des trains de la 3 bis équipés juste de 2 motrices et d'une seule remorque. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, enfin la fin de cette première partie, car là on n'est que dans les années 60-70 et l'histoire du mosaïque roulant de la RATP va encore continuer. Et la prochaine fois, on va parler du MP73, MF77, M77 BOA, MF88, MF01, MP14, et puis les futures rames du Grand Paris Express. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu.
Moi, en tout cas, le montage a été long, hein. Nom de Dieu. Et puis, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est toujours pas terminée. Enfin bref. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à mettre un like, à commenter, à la partager s'il vous plaît. Ça serait vraiment cool. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tout. Merci. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut.